Prologue. Vendredi 6 juillet. Tu veux qu'on descende là-dedans? Bredouille le jeune homme. Incrédule, il passe la tête à travers le trou rectangulaire aux bords irréguliers, percé dans le mur de briques. Avec son téléphone portable, il éclaire les premières marches d'un étroit escalier creusé dans la pierre. Il part d'un rire nerveux. « Jessica, ce n'est pas prudent. »« Je ne savais pas que Daniel Léry était une poule mouillée, » se moque-t-elle. « Je ne suis pas un lâche, » s'écrie-t-il, piqué au vif. « Mais qu'est-ce qu'il y a en bas ?» La lune qui filtre à travers le soupirail de la cave révèle ses traits fins et ses yeux verts en amande, où elle décèle de l'inquiétude. Il est très séduisant, grand et mince, avec d'épais cheveux noirs au style désordonné, mais qu'il a dû passer des heures à coiffer. Il porte un jean et un t-shirt noir ajusté. « À ton avis ?» demande-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a sous les rues ?»« Le métro, les égouts, des parkings souterrains. Et aussi des rats, » répond-il. Chaque Parisien nourrit le sien. Il réfléchit un instant, puis il a un mouvement de recul involontaire. « Les catacombes, c'est là où tu m'emmènes? J'ai entendu dire qu'il y a 6 millions de squelettes. Elle pose son index sur ses lèvres et secoue la tête en souriant. « Tu vas découvrir un endroit qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. C'est légal au moins? Tu es sûr qu'on ne risque rien? » « La seule chose que tu risques, c'est un rhume, » répond-elle. Dessous, il fait 13 degrés, en hiver comme en été. « Ce n'est pas ce qui m'inquiète, » frissonne-t-il. « Aurais-tu peur du noir? Fais-moi confiance, » susurre-t-elle avant de disparaître dans l'étroite ouverture. « Alors, tu viens ?» Elle va l'attendre au bas des marches. Il ne fait pas mine de la suivre. « Daniel, oseras-tu pénétrer dans l'antre de Paris ?» lance-t-elle amusée. Elle commence à en douter. Pourtant, il la rejoint au bout de quelques minutes. Il porte à présent d'horribles lunettes à monture en plastique. « Tu es myope ?» s'étonne-t-elle en s'engageant dans le boyau de droite. « Au lycée, toi aussi, tu l'étais. » Jessica ne répond pas et se contente de sourire. Il progresse en silence dans la galerie humide, éclairée par la seule torche du téléphone du jeune homme. La nuit les enveloppe. « Alors, tu te souviens de moi ?» dit-elle quelques minutes plus tard. « Bien sûr, » répond Daniel. « Mais ne te méprends pas. Tu ne m'intéressais pas. »« Ta franchise te perdra, » siffle-t-elle. « Ne te vexe pas. Maintenant, tu es différente. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle s'arrête net et le plaque contre le mur de pierre. Elle presse ses lèvres glacées sur les siennes, qui sont chaudes et qui tremblent un peu. Il lâche son téléphone qui s'éteint en heurtant le sol. « La lumière !» s'écrie-t-il en scrutant l'obscurité qui les entoure. « Tu n'en auras bientôt plus besoin, » murmure-t-elle. De son index, elle suit la veine qui palpite sur son cou. Elle résiste au désir d'y planter ses canines. « Vivre est la chose la plus rare au monde, » ajoute-t-elle. « La plupart des gens ne font qu'exister, Daniel. »« Dixit Oscar Wilde, » répond-il. « Pourquoi tu me dis ça? »« Parce que j'ai l'impression que quelque chose t'empêche de vivre. »« Plutôt quelqu'un, » avoue-t-il. « Mais tu ne peux rien pour moi. »« Si, » réplique-t-elle. « Je peux te donner la jeunesse éternelle. »« Tu vends des crèmes anti-rides » lâche-t-il. Un grondement sourd monte des entrailles de la terre. Le sol se met à trembler. « Qu'est-ce que c'est ?» sursaute-t-il. « Un séisme ?»« La grande faucheuse !» se moque Jessica. « Elle vient pour toi. »« Ce n'est pas drôle !» grommelle-t-il. Il semble si fragile et sans défense. Dans les catacombes, plus de faux semblants. Là, la vraie nature de ceux qui osent descendre se révèle. Qu'est donc devenu le garçon sûr de lui et arrogant qui a abordé Jessica devant le pub il y a à peine une demi-heure? Ce qui est certain, c'est qu'il va le regretter. Les vibrations s'amplifient. « C'est le RER qui passe à proximité », explique-t-elle. « Alors, tu veux savoir ce qui m'est arrivé ?» Aucune importance. Il l'attire à lui. Ils échangent un baiser passionné. Elle ne peut s'empêcher de palper le corps fin et musclé du jeune homme à travers son t-shirt. Un mets de choix. « Maintenant, je te plais, Danny ?» Il se dégage de son étreinte. Son regard se durcit. Perplexe, Jessica le dévisage. 1. Personne n'a le droit de m'appeler Danny, sauf mon père et ma sœur. 2. Tu ne seras jamais mon style. Ton corps semble persuadé du contraire, minote-t-elle en caressant son entrejambe. Oh, ce n'est pas ce que tu crois. Il saisit sa main d'une poigne de fer et extirpe de son jean un objet en bois. C'est un pieu,
aiguisée comme une lame de rasoir. Jessica se raidit et sort ses crocs. Fils de « Laisse ma mère en dehors de ça », coupe-t-il d'un ton glacial. Il la projette contre le mur opposé avec une force surhumaine. Plus rapide que l'éclair, il enfonce son arme juste à côté du cœur, lui arrachant un cri. Elle s'affaisse sur le sol. Raté, gémit-elle en empoignant le pieu. Elle ressent une vive brûlure à la main et pousse un hurlement. « Tu en es sûr ?» s'esclave-t-il. « Désolé, mes lunettes infrarouges ne doivent plus être à ma vue. » Il ramasse son téléphone et peste en constatant que l'écran est fendu. « Salopard de chasseur de vampires !» grogne-t-elle. « Tu m'as bien eue !» Elle se souvient que quand elle était en vie, elle a déjà aperçu Daniel plusieurs fois au bar, vêtu d'une veste en cuir noir comme en portent souvent les chasseurs. Il a dû l'enlever pour ne pas éveiller ses soupçons. Il allume une cigarette sans quitter des yeux la tache sombre qui s'élargit sous elle. Peut-être ne paraît-on jamais autant à l'aise que lorsqu'on doit jouer un rôle. « Dixit Oscar Wilde », précise-t-il après avoir exhalé une bouffée de fumée. « Pitié, laisse-moi partir », implore-t-elle. Elle essaie à nouveau de retirer le pieu, sans succès. La brûlure provoquée par le contact entre sa peau et le bois d'aubépine est trop forte. « Tais-toi, monstre !» rétorque Daniel. « Je m'appelle Jessica. » « Plus maintenant, Jessica est morte. Tu n'es que le démon qui habite son corps. » « Alors, tue-moi. » Pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait? Qu'attend-il d'elle? D'abord, je voudrais te poser une ou deux questions. Qui t'a transformée? Demande Daniel. Je n'en sais rien, ment-elle. Je n'ai pas vu son visage. Ça s'est passé trop vite et il faisait sombre. Dans la réserve? Elle hoche la tête. Raconte-moi tout ce dont tu te souviens, presse-t-il. Et tu me laisseras partir? Daniel, je n'ai pas eu le choix. Il semble hésiter. Ça n'a aucune importance, répond-il enfin. Je ne fais que mon boulot. Tu es un vampire. Si tu blesses ou si tu tues un humain, je t'élimine. Point. Échec et mat, pense Jessica. Elle émet un sifflement de colère alors que sa vue se brouille peu à peu. Pas de chance, ma belle. Un chasseur de primes aurait peut-être été plus compatissant, mais tu es tombée sur moi. Je peux te donner tout, ce que tu désires, et même plus encore, halète-t-elle. Il jette sa cigarette à demi fumée sur le sol humide et l'écrase sous son talon d'un geste rageur. Ça m'étonnerait. Les deux seules choses que je désire, je ne les aurai jamais. La première, qu'est-ce que c'est? Demande Jessica d'une voix de plus en plus traînante. Daniel s'agenouille devant elle et soutient son regard. Rends-moi mon père. Elle tressaille et baisse les yeux, essayant de se souvenir du visage de chacune de ses victimes. Aucune n'aurait pu être son père. Je ne lui ai rien fait, lâche-t-elle enfin. Je sais, il a été torturé et tué par une abomination de ton espèce quand j'avais 7 ans. Mais c'est toi qui vas payer, conclut-il en enfonçant le pieu de quelques millimètres. Le corps de la jeune femme s'agite de soubresauts incontrôlables. La dernière image qui s'imprègne sur sa rétine est le sourire cruel qui apparaît sur le visage de Daniel Léry. Partie 1, chapitre 1, Camille. Mercredi 11 juillet, 5 jours plus tard. Je n'arrive pas à croire que nous avons fini le lycée, dis-je à ma meilleure amie avant de boire une gorgée de bière. Ce n'est pas trop tôt, répond Natsumi en regardant derrière moi. Je me retourne et je pouffe de rire devant le spectacle ridicule qui s'offre à moi. Un trentenaire éméché est affublé d'un sac poubelle qu'il a attaché à la taille et troué pour faire passer ses jambes. Torse nu, il ne porte rien d'autre. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» m'esclaffai-je. Il tire un poulet congelé ligoté à un skate et il effectue des allers-retours devant le pub. Je sors mon appareil photo de ma besace et, sourire aux lèvres, je prends quelques clichés. Ce soir, j'enterre ma vie de garçon, lance le jeune homme à mon intention quand il remarque le flash de mon Leica. Je m'inquiète pour sa santé mentale, murmurai-je. Ma meilleure amie hoche la tête. Soudain, des cris de femmes retentissent dans la nuit. « Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Au secours !» La voix m'est familière. C'est celle d'Agathe, une de mes anciennes camarades de classe. Quelqu'un l'entraîne dans la ruelle en face du pub, sous l'œil indifférent d'un petit groupe de fumeurs. Sans réfléchir, je m'élance sur la chaussée, mais Natsumi me retient par le bras. « Attends, Camille, c'est dangereux. » « Et alors ? On devrait demander de l'aide. Appelle ton frère.
Ça m'ennuie de l'admettre, mais elle a raison. Je prends mon téléphone dans ma poche et je compose en hâte son numéro. C'est Daniel Léry. Je suis indisponible. Ne me laissez pas de message. Je ne vous rappellerai pas. À la rigueur, envoyez-moi un SMS, je vous répondrai peut-être. Sans doute encore en train de flirter, pensai-je. Irrité, je raccroche. J'essaie le portable d'Étienne, dis-je aussitôt. Par chance, le numéro qu'il a écrit sur la paume de ma main au début de la soirée est toujours lisible. Répondeur, rageai-je. Natsu, va le chercher, vite! Je laisse un message à Étienne et je confie mon précieux appareil photo à mon ami. Puis, je traverse la rue en courant. Je bouscule au passage le futur marié, qui me dévisage sans comprendre. Sans faire de bruit, je m'engage dans l'étroite impasse où Agathe vient de disparaître. Son agresseur, un homme d'une vingtaine d'années tout de noir vêtu, la maintient par les épaules contre le mur du fond. Dans la pénombre, je distingue des tatouages sur ses bras musclés. Tétanisée et tremblante, Agathe m'adresse un regard implorant. « Tiens-toi tranquille », ordonne le type qui se penche vers elle. « Tu verras, ça ne fait pas mal. » Il compte la violer, là, dans cette ruelle dégoûtante? Quelle horreur! Mais ça ne se passera pas comme ça. « Stop !» m'écriai-je en avançant lentement vers lui. Il fait volte-face et se redresse. Dans ses yeux brille une lueur étrange. « Pourquoi » ricane-t-il. « Tu veux prendre sa place ?»« J'ai appelé la police », dis-je d'une voix mal assurée. « Elle ne va pas tarder à arriver. »« La police ?» se moque-t-il en resserrant son étreinte sur Agathe. « Tu crois que la justice des hommes me fait peur ?»« Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» pensai-je. Je m'élance vers lui et je lui envoie un coup de pied dans le bas-ventre. Il ne s'y pas. « Je l'ai raté ?» me demandai-je, perplexe. Il jette Agathe à terre, se plante devant moi et fait craquer ses articulations. « Tu viens de signer ton arrêt de mort, ma belle. » Je déglutis en fixant son visage impassible. J'ai déjà affronté des adversaires bien plus forts que moi lors de compétitions de karaté, mais j'ai le pressentiment que celui-ci est d'un tout autre niveau. Chapitre 2. Camille. 4 heures plus tôt. Surexcité, je pousse un battant de la lourde porte en bois du pub Four Elements, dont l'imposte est un vitrail aux couleurs de l'Irlande. J'entre aussitôt, Natsumi sur mes talons. Mon sourire s'évanouit quand je remarque des dizaines de bougies disposées en cercle devant le mur du fond. Elles projettent sur celui-ci des ombres fantomatiques. Regarde, Natsu. C'est sans doute à la mémoire du chanteur qui est mort la semaine dernière. Nous nous dirigeons vers le mémorial improvisé, où l'on a aussi déposé des fleurs, des médiators et de petits messages autour du portrait du disparu. Je sors mon appareil photo et je commence à prendre quelques clichés, des vues serrées, puis de plus en plus larges. J'étudie avec soin le cadrage et l'exposition. Même s'il fait un peu trop sombre à mon goût, j'aime l'ambiance conviviale de ce lieu, avec ses banquettes confortables en sky vert et ses nombreuses alcôves en bois. Les clients sont de tous âges et de tous horizons. Leur apparence va de la plus négligée à la plus guindée. Je remarque, accoudé au bar, un homme aux cheveux grisonnants qui porte des cuissardes et dont le t-shirt, sale par endroits, semble mouillé. Pourtant, il n'a pas plu depuis des jours. Je zoome sur l'un des serveurs qui remplit des pintes à la tireuse à bière. Mais c'est Étienne, m'étonnai-je en appuyant sur le déclencheur. Je me faufile derrière le comptoir et je tape sur son épaule. Surpris, il se retourne. Pas de doute, c'est bien lui. Je lui adresse un sourire. Tu ne me reconnais pas ? Étienne reste silencieux. L'expression de son visage est indéchiffrable. On ne s'est pas croisés depuis longtemps, mais tout de même, murmurai-je vexé. Je me souviens de toi, Camille, dit-il enfin. Ça n'a pas l'air de le réjouir de me voir. Tu ne m'embrasses pas ? Sans attendre sa réponse, je me jette à son cou, sous l'œil mauvais de 2 femmes trop maquillées assises au bar. Les cougars sont de sortie, pensai-je, amusé, en relâchant Étienne. Pas de panique, je ne vais pas vous le prendre, dis-je en riant. C'est un ami d'enfance. Pour être exact, c'est le meilleur ami de mon frère. Pour être exact, j'étais le meilleur ami de ton frère, rectifie Étienne. Il ne t'a rien dit ? Je me rembrunis. Non, Dan ne me dit plus rien depuis 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? demande Étienne.
Mon cœur se serre. Il a réalisé qu'on ne jouait pas dans la même catégorie, pensai-je. Avec toutes ces conquêtes, son emploi du temps est surchargé, dis-je d'un ton un peu trop enjoué. Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire? Rien, répond Étienne. Juste qu'on ne se fréquente plus depuis 1 an. Divergence d'opinion. Lesquelles? Il hausse les épaules. C'est sans doute un sujet sensible, pensai-je. Une fille, peut-être? Je n'insiste pas. Je lui tends mon casque et mon étui à guitare. Je peux te les laisser? Distrait, il acquiesce et les range sous le comptoir sans un mot. Alors, dis-je, tu es serveur ici. Moi, je... Désolé, mais j'ai du travail, coupe-t-il. Pourquoi est-il si froid avec moi, m'étonnai-je. 2 pressions, s'il te plaît, dis-je sur le même ton. Il remplit 2 verres et les pose devant moi. C'est pour la maison, dit-il avant de s'éloigner, un plateau à la main. Je m'apprête à les prendre quand on me tire par l'épaule avec brutalité. Camille, qu'est-ce que tu fous ici? C'est Dan qui me fusille du regard. Comme moi, mon frère est tout de noir vêtu, jean, t-shirt et veste en cuir. Un problème? Rétorquai-je. Je fête le bac avec Natsu et... Il n'y a rien à fêter. Gouja, pensai-je. Non, ma modeste mention très bien n'est rien comparée à ton 20 de moyenne l'an dernier. Les résultats, c'était lundi, rétorque-t-il. Natsu était au rattrapage. Pour elle, c'était aujourd'hui. Je ne veux rien savoir. Ce bar est dangereux, Camille. Je te rappelle qu'il y a eu 2 morts il y a 1 semaine. D'abord, ce n'est pas 2 morts, mais un chanteur mort et une serveuse disparue. Et... Tu rentres. Son ton est sans appel. Mais pour qui il se prend? Non, répliquai-je en le fixant droit dans les yeux. Tu rentres, répète-t-il en soutenant mon regard. Tes trucs de Jedi ne marcheront pas sur moi. La force est puissante dans ma famille, récitai-je, amusé. Quoi? Luke, Leia, Star Wars, ça te dit quelque chose? Rétorquai-je. Je ne vois pas le rapport. Pfff, aucun sens de l'humour. Ce n'est pas un endroit pour toi, Camille. Mais pour toi, oui. Et surtout, dit Dan, je ne veux pas que tu t'approches d'Étienne. Tiens donc, pourquoi? Il est dangereux, lui aussi. Dan cherche son ancien meilleur ami dans la salle. Son regard se durcit quand il l'aperçoit, occupé à débarrasser des tables qui viennent de se libérer. Il a changé, Camille. Ce n'est pas un type bien. Tu plaisantes? Tu ne m'adresses jamais la parole et tu te permets de décider qui j'ai le droit de fréquenter? Oui. Je croise les bras. Dommage, je ne reçois d'ordre de personne. Surtout pas de toi, Dany. Il blêmit de colère. Nous nous affrontons du regard. Tout va bien, Camille? Demande Étienne en passant près de nous, son plateau rempli de verres vides à la main. Si tu t'approches de ma sœur, je te tue, fait Dan, qui serre les poings et fait un pas dans sa direction. Mais enfin, Dany, t'es malade? M'écriai-je en m'interposant entre les 2 garçons. Mon frère me saisit le poignet et me tire vers la sortie. Arrête, tu me fais mal, hurlai-je. Il me lâche comme s'il s'était brûlé. Désolé, je ne voulais pas... bafouille-t-il, livide. Il s'élance vers la porte, bousculant ceux qui se trouvent sur son passage. Qu'est-ce qui lui prend? Demande Étienne, perplexe. Depuis 4 ans, Dan est un mystère, soupirai-je. Je ne le reconnais plus. Je rejoins Natsumi qui s'est installée à une table libre près du bar. Tu oublies ta commande, dit Étienne en apportant les bières qui étaient restées sur le comptoir. Il me fait un clin d'œil et s'éloigne. Qui est-ce? Souffle ma meilleure amie en le suivant du regard. Étienne, un ami d'enfance de Dan, ex-ami, précisai-je. Ton frère ne s'entoure que de créatures sublimes. D'où mon éviction, pensai-je. Je souris. Étienne te plaît? Avec son teint clair, ses cheveux blonds cendrés et ses yeux noisettes, le jeune homme ne laisse pas indifférent. Je le trouve même plus séduisant qu'avant. Mais il semble différent. Plus mince, plus pâle, et avec une gravité dans le regard qu'il n'avait pas. « Pas toi ?» demande Natsumi. Je le connais depuis toujours. Tu n'as pas répondu à ma question. Si, bien sûr, pensai-je, mais il me voyait comme une petite sœur.
Je le voyais comme un grand frère, dis-je. Tu peux tenter ta chance, même si je doute qu'il s'intéresse aux gamines que nous sommes. Âgé de 20 ans, Étienne a fait toute sa scolarité avec Dan. Jusqu'à une date récente, ils passaient tout leur temps ensemble. Comment leur amitié s'est-elle brisée? Un mystère de plus. Je ramasse mon sac, une sorte de besace en toile que je porte en bandoulière et qui me fait office de sac à main, mais beaucoup plus pratique. Je vais me changer aux toilettes, dis-je à Natsumi. Le patron m'a dit que je devais m'habiller en fille, ajoutai-je en levant les yeux au ciel. Chapitre 3. Camille. J'enfile une robe blanche qui m'arrive au-dessus du genou, et je plie avec soin mon jean et mon t-shirt noir. Je remets mes bottes, puis je commence à me maquiller devant le miroir qui occupe tout le mur derrière le lavabo. Leica M6 classique, fait une voix derrière moi. Je sursaute et je me retourne. Une jeune femme examine mon appareil photo que j'ai posé sur mon sac. Je ne l'ai pas entendue arriver. Quand est-elle entrée? Mal à l'aise, je dévisage l'inconnue. Âgée de 25 ans tout au plus, elle a des yeux bleus encore plus clairs que les miens. Ses cheveux coupés au carré sont si blonds qu'ils paraissent blancs. Son teint pâle est accentué par un maquillage sombre et un rouge à lèvres carmin. Sa beauté est envoûtante. Je suis sûre qu'elle plairait à Dan. Un magnifique modèle, continue-t-elle. Elle me tend l'appareil photo. Je me détends un peu. Je tiens à mon Leica comme à la prunelle de mes yeux et je n'aime pas qu'on y touche. Il est vintage, mais il marche bien, dis-je en le rangeant en sécurité dans mon sac. Je dirais plutôt intemporel, répond la femme. Ton flash, par contre, il est en bout de course. Je sais, dis-je. Je dois m'en acheter un autre. Tu es photographe? L'inconnu sourit. J'ai caressé ce rêve, oui. C'était il y a bien longtemps. Comment t'appelles-tu? Camille. Camille, répète-t-elle. Intéressant. Je suis Michaela, reprend-elle après quelques secondes de silence. Michaela Lindberg. Quel est ton nom de famille? Ça ne te regarde pas, répliquai-je. De la colère passe un bref instant dans les yeux de Michaela. Je me détourne et je commence à appliquer mon mascara. Je me demandais, Camille, ça ne te regarde pas. Qui t'a donné un si bel appareil? Pourquoi s'intéresse-t-elle tant à mon Leica, pensais-je. Personne. Je l'ai depuis toujours, je ne m'en sépare jamais. Depuis toute petite, j'aime être derrière un objectif. Je peux passer des heures à attendre la bonne lumière ou un événement imprévu, développant ainsi mon sens de l'observation. Ça ne me gêne pas de ne jamais être sur la photo. « Camille, tu es là ?» demande Natsumi en poussant la porte des toilettes. Je me retourne et je constate avec surprise que Michaela a disparu. « La fille qui vient de sortir, à l'instant, commençai-je. « De quoi tu parles? Tu as vu un yokai ?» se moque ma meilleure amie. « Un quoi? » « Un monstre du folklore japonais. Tu as fini? » Presque. Prenant pour modèle le maquillage sophistiqué de Michaela, j'applique du fard sombre sur mes paupières et du rouge vif sur mes lèvres. « Tu la joues vamp, ce soir ?» glousse ma meilleure amie. « J'ai intérêt à plaire, dis-je. Je ne suis qu'à l'essai et j'ai besoin de ce job. »« Avec tout l'argent qu'a ton beau-père, » commence Natsumi. « Ce n'est pas mon beau-père, » rétorquai-je. Enfin, pas encore. Et puis, même si Pierre-Henri contribue à mes frais de scolarité, je ne vais pas lui demander de financer mon année à Dublin. Je dénoue le bandana que je porte serré autour de ma tête. Une cascade de cheveux blonds tombe sur mes épaules. « Teinture post-rupture avec Quentin ?» sourit Natsumi. « On n'est sortis ensemble qu'une soirée, » précisai-je en démêlant avec soin ma chevelure dorée. Une soirée de trop. Il s'est bien moqué de moi. En tout cas, tu as bien fait, dit Natsumi. Je préfère 1000 fois ta couleur naturelle au noir corbeau. Moi aussi, pensai-je. J'en ai assez d'essayer de ressembler à Dan. Je ferme ma trousse à maquillage. Nous quittons les toilettes et nous regagnons notre table. Je m'absorbe dans l'observation d'une partie de billard. J'ai encore un peu de temps. Je ne joue que dans 1 heure et je compte bien me détendre en attendant. Je n'avais pas prévu que Dan soit là, pensai-je, contrarié. Tant pis, je vais l'ignorer. Tu me l'as peut-être déjà dit, commence Natsumi, mais comme j'étais au rattrapage aujourd'hui, j'ai occulté tout ce qui ne concernait pas la philo et les maths.
Comment tu as décroché ce travail? Par pur hasard, expliquai-je. Ce matin, je suis passé devant le pub, en espérant que Quentin y soit, se moque Natsumi. Je ne relève pas. Et j'ai vu une annonce scotchée à la fenêtre, continuai-je. Recherche chanteur pour tous les soirs de l'été. Je suis entré sans trop y croire. Le patron m'a demandé de jouer un morceau sur une vieille guimbarde qui traînait dans un coin. Et comme il n'avait personne d'autre, il m'a prise à l'essai. Logique, dit Natsumi. Ton prédécesseur a été massacré la semaine dernière dans la réserve. Ça ne te fait pas peur? Non. De toute façon, ma carrière a des chances de prendre fin dès ce soir. Je n'ai jamais chanté en public. Dan, Étienne et toi, ça ne compte pas. Si tu nous casses les oreilles, je te jetterai des tomates sans hésiter, lance une jeune femme aux cheveux bruns mi-longs qui s'assoit à côté de Natsumi. Agathe, la sœur jumelle de Quentin. Parée de ses plus beaux atours, son but est d'affrioler la jante masculine et de rendre jalouse la jante féminine. Retourne en enfer, démon, pensai-je. Les losers sont de sortie ce soir, continue la nouvelle venue en regardant avec mépris les piercings et les tatouages de Natsumi. Bienvenue dans notre cercle, Agathe, rétorquai-je avec un sourire forcé. Tu as emprunté du maquillage aux prostituées de l'hôtel d'à côté, persifle Agathe. Et toi, tes cheveux, c'est quel numéro? Répliquai-je en dressant mon majeur. Agathe sourit. On te l'a déjà dit? La seule chose de bien chez toi, c'est ton frère. Touché. Pareil pour toi, dis-je avec désinvolture. Moi, on ne m'a pas adopté, répond Agathe. Moi non plus. Non? Lâche Agathe. Regarde-toi, tu ne ressembles pas le moins du monde à Daniel. Au fait, Quentin ne s'intéressera jamais à une fille comme toi. Tes misérables efforts ne serviront à rien, à part à te ridiculiser, bien sûr. Je pince les lèvres. Son frère Quentin et moi sommes sortis ensemble à une fête il y a quelques jours et, depuis, il souffle le chaud et le froid. Je me fiche de Quentin, dis-je. Je préfère les vrais hommes. Tiens, lui, par exemple, dis-je en désignant Étienne qui louvoie entre les tables. Les vrais hommes ne te préfèrent pas, se moque Agathe. C'est ce qu'on va voir. Je me lève d'un bond et je me dirige vers Étienne. Waouh, tu es différente, dit-il en m'apercevant. Tu pourrais faire semblant de flirter avec moi? Demandai-je. Pardon? Il éclate de rire. L'idée lui paraît si ridicule qu'il n'arrive même pas à garder son sérieux. Laisse tomber, murmurai-je, écarlate. Tu veux que Dan me colle une balle entre les deux yeux? Répond Étienne. C'était juste pour rendre jalouse la vipère à notre table. Je suis sortie avec son jumeau qui m'a plus ou moins jetée, et, depuis, elle est encore plus odieuse avec moi. Merci quand même. Attends, je ne voulais pas te vexer, s'écrie Étienne. Donne-moi ta main. Il prend un stylo dans la poche de son tablier et inscrit un numéro de téléphone sur ma paume. C'est un faux? Demandai-je. Mais non, pourquoi? Il s'éclaircit la gorge. Êtes-vous majeure, mademoiselle? Lance-t-il en réprimant un sourire. Bien sûr. Étrange, je pensais que vous aviez 16 ans. 17 dans moins d'un mois, dis-je. Le 5 août. Et moi 19, répond Étienne. Tu veux dire 20? Dis-je en haussant un sourcil. Oui, quel idiot. Et quels sont vos projets d'avenir? Une grande école de photo en Provence, dis-je. Mais d'abord, 1 an comme fille au père en Irlande. Et votre amie? Demande-t-il en désignant Natsumi. Elle part faire ses études à Dublin, à Trinity College. Et toi, tu travailles ici depuis longtemps? 1 semaine, répond Étienne. Alors, tu remplaces? Jessica, coupe-t-il, la serveuse qui a disparu. On sait ce qui s'est passé? Demandai-je. Selon la rumeur, le chanteur a essayé de la violer dans la réserve. Elle l'aurait tuée avant de s'enfuir. Tu y crois, toi? Étienne hausse les épaules. Je m'en fiche. Tant que j'ai un job qui paye bien. Je suis sûre que les filles te laissent un bon pourboire, dis-je avec un clin d'œil. Mais tu ne devais pas partir dans le sud-ouest après ton bac? J'ai eu un léger contretemps, répond-il. Cette année n'a pas été facile. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demandai-je. Soudain, Étienne me prend la main. La sienne est si froide que je frissonne. Qu'est-ce qu'il...
J'attends votre appel pour aller boire un café, mademoiselle, dit-il d'une voix plus profonde que d'ordinaire, alors qu'Agathe nous frôle, le regard noir. Merci, dis-je à Étienne une fois que la vipère est hors de vue. Il hoche la tête. Tu peux me lâcher, elle est partie, sourit-il. Gêné, je retire ma main aussitôt et je lève les yeux vers l'horloge au-dessus du bar. C'est bientôt à moi. J'ai besoin de prendre l'air, murmurai-je, la gorge serrée par l'angoisse qui commence à s'emparer de moi. Il fait déjà nuit. Une nuit toute relative dans ce quartier animé de Paris, où les lumières des réverbères et des enseignes se reflètent sur les pavés encore tièdes. Devant l'hôtel Four Elements, qui jouxte le pub du même nom, 2 femmes à la tenue provocante, elles des clients potentiels. Je remarque un homme, une pinte à la main, appuyé avec nonchalance contre ma moto que j'ai garée au coin de la rue. Je m'apprête à lui demander d'aller voir ailleurs quand je réalise qu'il s'agit de mon frère, en grande conversation avec Michaela, l'inconnue des toilettes. En plus, il fume. Dire qu'il était devenu fou quand il m'avait surprise à essayer, au collège. Je ressens une pointe de jalousie en entendant rire la jeune femme, sous le charme de Dan. Idiote, tu riras moins quand il t'aura jeté comme tes prédécesseurs. Soudain, un garçon me heurte comme si j'étais invisible. Dans ma robe un peu trop féminine à mon goût, je me sens mal à l'aise. J'ai d'ailleurs déniché cette tenue dans la penderie de maman qui, envolée vers d'autres cieux pour une campagne de fouilles archéologiques de plusieurs semaines, n'en a pas l'utilité. Elle n'a guère emporté que des bleus de travail. « On ne t'a jamais appris à t'excuser », lance une fille rousse à celui qui m'a bousculée. Elle a un léger accent anglais. « Mêle-toi de tes affaires », répond-il d'un air mauvais en lorgnant son décolleté généreux. « Laisse tomber, ce n'est pas grave, dis-je à la jeune femme. « Si, c'est grave. Je veux que tu lui demandes pardon, ordonne-t-elle à l'indélicat en le regardant droit dans les yeux. Il perd soudain de sa superbe. Désolé de t'avoir bousculé, bafouille-t-il à mon intention. Dis-lui que tu es un imbécile, ajoute-t-elle. Je suis un imbécile, répète-t-il avec docilité. Maintenant, disparais. Il hoche la tête et s'éloigne. Stupéfaite, je dévisage la fille rousse. Les Français sont si impolis, soupire-t-elle. Pour qui elle se prend, celle-là, pensai-je. Moi, je n'aime pas bien les Anglais, répliquai-je. Alors, on est 2, sourit-elle. Je suis Abigail. Je viens de Galway, en Irlande. Je suis Camille, dis-je. Je serre la main qu'elle me tend. Je ressens un léger picotement, comme si j'avais reçu une décharge électrique. Appelle-moi Abby, ajoute-t-elle avec un sourire. Je vois que nous avons un autre point commun. Lequel? Pas physique, en tout cas, pensai-je. Abigail est jolie, petite, avec un visage mangé de taches de rousseur et une longue chevelure bouclée. Elle a de grands yeux mauves. Je suis arrivée en France ce matin. On m'a conseillé de me rendre aux Four Elements. Tu vas être déçu. L'ambiance dans les pubs doit être 1000 fois plus excitante, chez toi, dis-je en riant. Abby hausse un sourcil. Certes, mais ce n'est pas pour l'ambiance que je suis ici. Pourquoi dans ce cas, pensai-je. Tu es venu à Paris pour étudier? Demandai-je. Non, pour travailler. Je suis interne à l'hôpital, entre autres. Et toi? Ex-lycéenne et, je l'espère, future photographe, entre autres, dis-je en regardant ma montre. Pour l'instant, j'ai une salle à divertir. Je lui fais un signe de la main et je me dirige vers la porte du pub. Malgré mon appréhension, je tremble d'excitation. « Attends, je t'accompagne », lance Abigail en m'emboîtant le pas. Chapitre 4. Camille. Je prends mon courage à 2 mains et je monte sur la petite scène. Je passe en bandoulière ma guitare que je viens d'accorder. Puis, je tapote le micro pour vérifier qu'il fonctionne. Je ne peux plus reculer. Étienne lève le pouce et me sourit, ce qui me réconforte. Je lui rends son sourire et je cherche Natsumi qui, assise à notre table, m'adresse de grands signes. Je prends une profonde inspiration et je salue la salle. Personne ne fait attention à moi, mais ce n'est peut-être pas plus mal. Pour commencer, j'ai choisi First Day of the Rest of Our Lives de MX Peaks, une chanson de circonstance aujourd'hui pour tous ceux qui, comme moi, tournent la page du lycée.
profitons du premier jour du reste de nos vies. Quelques personnes crient, dont un jeune homme aux cheveux bruns, coiffé en brosse et enduit de gel avec soin. Il se faufile au premier rang. C'est Quentin. Il ne manquait plus que lui. Accoudée au bar, Agathe m'observe d'un air mi-amusé, mi-méprisant. Mon trac monte d'un cran. J'avale une gorgée d'eau et je commence à chanter. C'est Dan qui m'a appris la guitare. Quand il était au collège, il jouait avec Étienne dans un groupe au nom ridicule, les Bionic Rats. J'ai passé des heures à écouter répéter les raps bioniques, et First Day of the Rest of Our Lives était à leur répertoire. Quand il était plus jeune, Dan rêvait de s'enfuir à Dublin comme papa l'avait fait après le lycée et de devenir musicien. Il m'avait promis de m'emmener avec lui. Mais il n'est jamais parti et il travaille dans une entreprise de sécurité informatique depuis 1 an. Je vais poursuivre mes rêves et les réaliser, chantai-je. J'en ai bien l'intention. Je m'en irai, avec ou sans Dan, l'été de mes 17 ans. Pendant 1 an, je vivrai le rêve de papa, et je jouerai dans les pubs dublinois. Là-bas, n'importe qui entre avec une guitare, s'assoit et commence à jouer. S'il a du talent, les gens se mettent à chanter et à danser. S'il y a d'autres musiciens, ils l'accompagnent. Pour moi qui ne me suis jamais produite en public, cette soirée aux Four Elements est un entraînement parfait. Pour nous aussi, c'est le premier jour du reste de nos vies, pensai-je avec un peu de nostalgie en entonnant le refrain. Les conversations se sont tues. Une bonne partie de la salle chante avec moi, même Étienne et Quentin. En périphérie de mon champ de vision, j'aperçois Michaela et Dan qui entrent dans le pub. Mon frère s'arrête net et me fixe, une expression d'horreur sur son visage. Je soutiens son regard sans honte. Ce qu'il pense de moi ne me concerne plus. À présent, ça n'a plus aucune importance. Dans quelques semaines, j'aurai quitté la France et il ne fera plus partie de ma vie. Il en sera de même pour Quentin et Agathe, et c'est tant mieux. Seule Natsumi m'accompagnera pour mon nouveau départ. Je veux un travail que j'aime, je veux une vie que j'aime, mais plus que tout, je veux tomber amoureuse, chantai-je. Si possible, de quelqu'un qui partage mes sentiments. Mon regard glisse d'Étienne, le premier garçon que j'ai eu envie d'embrasser, à Quentin, le dernier en date, un beau fiasco. Aucun d'eux ne me prête la moindre attention. Michaela pousse Dan du coude pour lui faire remarquer qu'il renverse sa bière sur ses chaussures. Je manque d'éclater de rire, il doit vraiment être en colère. J'enchaîne avec Bad Reputation de Joan Jett, puis La Rose de Dublin, une chanson que papa a écrite pour séduire maman il y a des années. Je joue encore quelques reprises réclamées par le public, mais déjà, ma prestation est terminée. Toute la salle applaudit, même Agathe, sauf Dan qui semble pétrifié. Tant pis pour lui. « Tu as une belle voix », me dit Quentin alors que je range ma guitare, une Fender Telecaster noir et blanc que Dan m'a offerte pour mes 10 ans. « Merci », dis-je du bout des lèvres. « Tu veux boire un verre » demande-t-il. « Tiens, je t'intéresse maintenant » pensai-je. « Ça dépend. C'est toi qui paies » dis-je. « D'après toi, pour qui tu me prends » réplique-t-il, piqué au vif. « Pour un goujat » pensai-je. « Je te rappelle que tu m'as déjà fait le coup il y a quelques jours. »« Oui, mais... En tout cas, bravo. Je ne savais pas que tu chantais. »« Maintenant, tu sais... » rétorquai-je en fermant mon étui à guitare. « Il y a une soirée à la plage demain, » dit Quentin. « Tu aimerais jouer ?»« Je croyais que Paris-Plage n'ouvrait que la semaine prochaine. » Quentin se met à rire. « Mais non, je te parle de la plage. On peut descendre ensemble si tu veux. » « Descendre où ?»« Mais dans la ville souterraine, » dit-il à mi-voix. « Tu es au courant quand même ?»« Pas du tout, pensai-je. Mais Google est mon ami. »« Oui, mais je n'y suis jamais allé, » dis-je. « Ça te dit, une visite guidée ?» propose Quentin. Intrigué, j'acquiesce. « Une ville souterraine ? Ici, à Paris ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Demain, 22h, devant le lion de la place d'Enfer, » précise Quentin, tenue adaptée de rigueur. « C'est un rencard ?» me demandai-je, à la fois flattée et méfiante. « Jean pourri et basket, » poursuit-il. « Ou encore mieux, des bottes. »
J'espère qu'il ne m'emmène pas visiter les égouts. N'oublie pas ton pull. Avec cette chaleur, pensai-je. Je reste silencieuse. Je m'occupe des lampes, dit Quentin. Mais si tu as une frontale, prends-la. Ça peut toujours servir. Au fait, tu as une guitare sèche? Non, juste mon électrique. Dans ce cas, je te prêterai la mienne. Pourquoi? Quentin sourit, comme si la réponse était évidente. À moins que quelqu'un descende un groupe électrogène, on n'aura pas de courant en bas. Il me salue et se dirige avec nonchalance vers sa sœur jumelle, qui nous fixe d'un œil réprobateur. La ville souterraine, la plage, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je prends la liberté de poser à nouveau ma guitare derrière le comptoir, avec mon casque de moto. Je cherche Natsumi des yeux. Je l'aperçois au fond de la salle, aux prises avec un homme qui porte des dreadlocks et qui la colle d'un peu trop près. « Un problème ?» demandai-je en me plantant devant lui. Il est vêtu d'un t-shirt aux couleurs de l'arc-en-ciel et d'un short en jean bleu pâle d'une propreté douteuse. Il n'a pas l'air bien méchant. Il semble jeune, mais il a des rides profondes au coin des yeux. Ce qui est sûr, c'est qu'il a abusé des substances illicites. « Que dirais-tu d'une petite expérience, ma jolie ?» murmure-t-il en montrant au creux de sa main un comprimé rond rouge sombre. Je hausse un sourcil. « Une de celles dont on ressort plus vieux de 10 ans? Ça t'a bien réussi. » « Le soir des résultats du bac, je fais un prix d'amis, » répond-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « De l'ecstasy ?» Il me fait signe de m'approcher un peu plus. « Du VB, » me chuchote-t-il à l'oreille. « Jamais entendu parler. Dégage, on n'est pas intéressé. » Vous n'avez jamais eu envie d'être différente? Plus jolie, plus intelligente, plus forte? Les trois à la fois, pensai-je. Ou plus riche, dit Natsumi en lorgnant du côté d'Agathe qui se pavane, virevoltant dans sa robe moulante sur mesure du plus bel effet. Pourquoi? Tu es Dieu? Satan? Me moquai-je. Ni l'un ni l'autre. Ernest, coupe Étienne, si tu veux éviter les ennuis, ne t'approche pas de Camille. Il lui murmure quelque chose à l'oreille. Les traits d'Ernest se crispent. Il me regarde comme si j'étais le diable en personne. « Cette conversation n'a jamais eu lieu, » s'écrie-t-il avant de filer sans demander son reste. « Qu'est-ce que tu lui as dit, Étienne » m'étonnai-je. « Que tu es ceinture noire de karaté et que ton beau-père travaille pour le gouvernement. »« Pierre-Henri n'est pas mon beau-père, » rectifiai-je. « Toujours pas? Depuis quand il tourne autour de ta mère ?»« Depuis la mort de papa, » dis-je. « Ça fait déjà 13 ans. Elle est coriace. Tu le connais bien, cet Ernest ?»« C'est un habitué, » répond Étienne. « Et ça ne gêne personne qu'il deale sa cam à des adolescents devant tout le monde ?»« Il ne... »« Étienne, on est à court de planches de charcuterie, » interrompt une serveuse. « Tu peux aller chercher du saucisson dans la réserve ?» J'ai peur d'y aller. « Tu m'étonnes, » pensai-je. « Un meurtre, peut-être même 2, y a été commis il y a moins d'1 semaine. » Étienne acquiesce et disparaît par la petite porte barrée de la pancarte « Interdit », réservée au personnel autorisé, au-dessous de laquelle on a accroché un jeu de fléchettes. « J'étouffe, ici. On va faire un tour dehors ?» proposai-je à Natsumi. « Bonne idée », répond-elle en se dirigeant vers notre table pour y récupérer nos boissons. Je prends mon Leica dans ma besace et je le passe autour de mon cou. Pas question que je le laisse sans surveillance. « Ton père, comment il est mort déjà ?» demande ma meilleure amie une fois que nous sommes sortis. « Dans l'attentat à la gare du Nord. » C'est bien là d'où partent les Eurostars? Entre autres. Il allait à Londres? J'imagine. Sans doute pour le boulot. Il était employé dans une grosse boîte de sécurité informatique. C'est où Dan travaille? C'est bien Pierre-Henri, le patron? Oui. Mon père et lui étaient des amis d'enfance, précisai-je en retenant la porte pour Natsumi. Après l'attentat, ma mère était dévastée. Elle était incapable de nous élever, mon frère et moi. Alors, vous vous êtes installés chez Pierre tous les 3, répond Natsumi. Rose ne s'est jamais remariée? Non, dis-je. Elle s'est réfugiée dans le travail. Déjà qu'avant, elle était souvent absente. C'est surtout Dan qui s'est occupé de moi. Jusqu'à il y a 4 ans, pensai-je. Depuis l'incident, je n'existe plus. Dire qu'on était si proches. Lui et moi, on partageait tout. On n'avait aucun secret l'un pour l'autre.
À présent, c'est tout juste si on s'adresse la parole. Et ça fait mal. Perdus dans nos pensées, nous restons silencieuses quelques instants. Je n'arrive pas à croire que nous avons fini le lycée, soupirai-je avant de boire une gorgée de bière. Ce n'est pas trop tôt, répond Natsumi en regardant derrière moi. Je me retourne et j'aperçois un poulet attaché à un skate tiré par un homme ivre. Qu'est-ce que c'est que ce truc, m'esclaffai-je. Chapitre 5. Camille. Un quart d'heure plus tard. Je me relève en grimaçant et je retire un éclat de verre planté dans ma main. « Tu es faible !» ricane l'homme qui a emmené Agathe au fond de la ruelle. Je fends le bas de ma robe trop étroite et j'essuie sur le tissu blanc le sang qui coule de ma paume. D'habitude, je porte un kimono, grognai-je, essoufflé. « Ils forment des ninjas maintenant ?» se moque-t-il. « Qui, il ?» Sans attendre la réponse, je lui décoche un coup de poing au visage. Sa mâchoire craque, mais il ne scie pas. Il est aussi fort que Dan, et surtout plus rapide. J'ai du mal à suivre ses mouvements. Moi qui pratique les arts martiaux depuis 12 ans, je n'ai jamais affronté un tel adversaire, même en compétition. J'esquive ses coups de justesse. « Prends ça !» dis-je entre mes dents. Je lui rends un coup de pied qu'il évite à son tour. Recroquevillée au pied du mur au fond de l'impasse, Agathe sanglote en silence. « Va-t'en !» lui ordonnai-je en parant le crochet du droit que mon agresseur me donne. Terrorisée, Agathe ne bouge pas. « Finissons-en !» dit l'homme. « Je commence à avoir faim. » Il m'envoie une autre volée de coups. L'un d'eux m'atteint au creux de l'estomac et me coupe la respiration. Il me saisit par le cou et me soulève à plusieurs centimètres au-dessus du sol. J'étouffe. Je lis dans son regard qu'il n'a aucune intention de desserrer son étreinte. Ma vision se trouble. « Hé, par ici !» C'est la voix d'Étienne. L'homme se retourne. Une vive lumière jaillit et il se met à hurler. Il me lâche. Je retombe sur mes pieds en toussant. C'était le flash de mon appareil photo? Désorienté, le type titube en se frottant les yeux. Étienne a mon Leica autour du cou. Il l'actionne une deuxième fois. L'autre crie à nouveau. « Allez la chercher !» ordonne Étienne en désignant Agathe. « Vite !» Je remarque derrière lui Natsumi et Abigail, la fille irlandaise. Celle-ci se précipite vers Agathe, qui tremble de tous ses membres. Natsumi fait de même, et elle l'aide à se relever, puis elle s'enfuit vers la rue éclairée. « Dégage !» dit Étienne à l'homme qui fait mine de se diriger vers elle. « Je reviendrai !» rétorque-t-il, avant de prendre son élan et de sauter. Il s'agrippe au sommet du mur, haut de près de 4 mètres. Soudain, il disparaît de l'autre côté. Il s'est volatilisé. Étourdi, je m'approche d'Étienne en massant ma gorge douloureuse. « Merci, tu viens de me sauver la vie. Je... »« À quoi tu pensais ?» s'écrie-t-il. « T'attaquer à un... Tu veux te faire tuer ?» Étienne est furieux. C'est d'ailleurs la première fois que je le vois en colère. À la différence de Dan, il est toujours calme et souriant. « Pourquoi il a réagi comme ça quand tu l'as ébloui ?» m'étonnai-je. « On aurait dit que... »« Tu es blessé ?» coupe-t-il. « Je ne crois pas. Ton coup, il t'a... » Étienne recule comme si je lui faisais peur. Abigail revient vers moi et examine les traces de sang. Non, ça vient de sa coupure à la main. Étienne s'empresse de lui donner l'appareil photo et tourne les talons. Qu'est-ce qui lui prend? Natsumi, Abigail, Agathe et moi, nous retournons à l'intérieur du pub en silence. Camille, murmure Agathe en atteignant la porte. Quoi? Dis-je. Rien, laisse tomber. Elle se redresse et entre la tête haute. Tout le plaisir était pour moi, soupirai-je en me dirigeant vers les toilettes pour me changer. Je troque ma robe déchirée et tachée de sang et de terre contre mon jean et mon t-shirt habituel, dans lesquels je me sens bien plus à l'aise. J'humecte une serviette en papier et je me tamponne le cou avec. Abigail me rejoint et examine ma main. L'entaille est superficielle, m'apprend-elle. Elle a apporté une trousse de premiers soins d'où elle sort une compresse et un désinfectant, puis un pansement qu'elle colle sur la plaie après l'avoir nettoyée. Je grimace et je masse mon côté droit. « Montre-moi » dit Abby en soulevant mon t-shirt.
nous découvrons un énorme hématome sur lequel elle applique sa main. « Tu dois avoir une côte cassée, dit-elle. Je sens une douce chaleur se répandre dans tout mon corps, et bientôt, la douleur s'atténue. « Dans 2 jours, tu n'auras plus rien, continue Abby. Sa respiration est saccadée, comme si elle venait de courir 100 mètres. Comment tu... commençai-je. Comme tu t'en doutes, mon élément est le feu, sourit-elle. Mon élément, pensai-je. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ton ami a raison, poursuit Abby. Tu aurais pu te faire tuer. Tu n'étais même pas armé. On n'est pas aux États-Unis, dis-je. Le port d'armes est illégal en France. C'est pareil en Irlande, non? Abby ouvre la bouche pour répondre, mais elle se tait quand Natsumi pousse la porte des toilettes. La discussion est close. J'ai besoin d'un petit remontant, grognai-je. Ça vous tente? Un grand café avec lait et sucre, demande Abigail à Étienne en se hissant sur un des tabourets devant le comptoir. Un thé vert pour Natsu, s'il te plaît, ajoutai-je en suivant des yeux Agathe et Quentin qui quittent le pub. Agathe semble avoir retrouvé son aplomb. Elle m'ignore, mais Quentin m'adresse un petit signe de la main, auquel je réponds sans sourire. Un café et un thé, répète Étienne. Et pour toi, Camille? Mochaccino à la vanille, abruti. Grand format, balbutie quelqu'un à ma droite. Je sursaute. Dan est avachi sur un tabouret devant plusieurs verres vides, dans un état lamentable. Je me trompe? Lance-t-il. Non, mais... Il s'en souvient encore? M'étonnai-je. Et une autre bière pour moi, ajoute-t-il. Je crois que tu as assez bu, Danny. Tu veux être malade? Il hausse les épaules. Je veux juste oublier... Ton mauvais caractère? Répliquai-je. Quelqu'un, dit Dan. Il paraît que ça m'empêche de vivre. En chantonnant, il enroule une mèche de mes cheveux autour de son index. Lui, des peines de cœur? Première nouvelle. Tiens donc, et qui est l'heureux élu? C'est un secret, murmure-t-il avec un clin d'œil. Avant, on n'avait aucun secret, regrettai-je. Alors, son nom? Camille, dit-il en reprenant son sérieux. Elle s'appelle comme moi? Pensai-je. Elle est épuisante. Je suis sûre que tu la connais, ajoute-t-il en riant. Tu te fiches de moi? Répliquai-je, irrité. Tu n'as pas mieux à faire? Si. Tiens, j'ai trouvé une nouvelle copine. Enfin, presque. On se revoit demain soir. Michaela? Devinai-je. Comment tu le sais? S'étonne-t-il. Je lis dans les pensées. C'est impossible, à moins que tu... commence-t-il, inquiet. J'ai échangé ma guitare contre une boule de cristal, dis-je. C'est plus lucratif qu'une carrière de musicienne. Quand tu as chanté tout à l'heure... Garde tes critiques pour toi, Danny, coupai-je. Après l'épisode que je viens de vivre, il n'est pas question qu'il me fasse encore des reproches. Mais, commence-t-il, je me tourne vers Abigail qui boit son café en détaillant les visages des clients, comme si elle cherchait quelqu'un, à moins qu'elle ne se sente dépaysée parmi tous ces étrangers que nous sommes. Abby, désolée mais on va y aller, soupirai-je. Je comprends. Ton copain a l'air mal en point. Dan se met à rire. C'est mon frère, hélas, dis-je en posant un billet de 10 € sur le comptoir. Ton frère? S'étonne Abby. Vous ne vous ressemblez pas du tout. Eh non, pouf Dan qui enfile sa veste en cuir avec maladresse. Il doit s'y reprendre à 2 fois. Il descend de son tabouret et blêmit. Je crois que je vais vomir, balbutie-t-il. Les toilettes, c'est par là, dis-je d'un ton sec. Je récupère mon casque et ma guitare derrière le comptoir et je rejoins Natsumi à notre table. Natsu, tu pourrais rentrer par tes propres moyens? Je dois ramener Dan. Il a beaucoup trop bu. Pas de problème, répond ma meilleure amie avec un sourire. Abigail s'approche de nous. Je peux avoir ton numéro de téléphone? Me demande-t-elle. J'acquiesce et je le note sur le portable qu'elle me tend. Comme Dan tarde à arriver, nous nous asseyons et nous commençons à bavarder. Je ne connais pas la 3e chanson que tu as jouée tout à l'heure, dit Abby en examinant ma guitare. Mon père l'a écrite pour séduire ma mère. Comme tu es là, j'en déduis que ça a marché. C'est elle, la Rose de Dublin? Demande-t-elle. Oui, c'est en Irlande qu'ils se sont rencontrés.
Soudain, la musique se tait et la salle se trouve plongée dans la pénombre. La lumière de la rue filtre à travers les fenêtres en vitrail. Quelques personnes sifflent. « Les plombs ont encore sauté !» s'indigne un jeune homme qui se dirige vers la sortie, guidé par le panneau « Issue de secours ». La porte s'ouvre à la volée. 5 silhouettes vêtues de sombre se tiennent sur le seuil, l'air de vouloir en découdre. 3 garçons et 2 filles, semble-t-il. Je reconnais le type qui a agressé Agathe, bras croisés sur son torse massif. « Que la fête commence !» s'écrie-t-il avant de se jeter sur le jeune homme et de lui briser le cou. Celui-ci s'effondre, inerte, sur le sol. Sa tête forme un angle étrange avec le reste de son corps. Quelle horreur, pensais-je, effaré. Natsumi se met à hurler. « Aux armes !» crie quelqu'un alors que le courant revient en partie. En un instant, la panique est totale. Tous se précipitent vers l'unique issue, renversant les tables et les chaises dans un fracas de vaisselle brisée. Mais l'entrée est gardée par les 2 filles, qui rendent toute fuite impossible. Nous sommes pris au piège. Abigail attrape mon casque et fonce dans la mêlée. Quelqu'un me bouscule et je tombe sur le sol. Ma tête heurte le pied d'une table. Je me relève avec peine et je m'accroche au plateau en bois. Tout tourne autour de moi. « Natsu » appelai-je en scrutant la pénombre avec inquiétude. Un frisson d'épouvante me saisit. J'ai des hallucinations. L'agresseur d'Agathe semble mordre Natsumi. Maintenue de force contre le mur, elle a les yeux révulsés et du sang coule le long de son cou. Je m'empare de ma guitare posée sur la table, je la brandis et j'en assène un grand coup sur la tête de l'homme. La Fender se brise au niveau du manche et il s'écroule sur le sol. « Ne restons pas là », dis-je à mon amie en me précipitant vers elle. « Yokai !» balbutie-t-elle. « Viens !» Je la tire par le bras. « Yokai !» répète Natsumi en tremblant. « Ça veut dire monstre !» lance son agresseur en me saisissant la cheville. Des canines pointues dépassent de sa bouche. « Non, je dois avoir mal vu. » De mon pied libre, je lui envoie un coup au visage et je me dégage. J'étais sûre de l'avoir assommé. « Abby, aide-moi !» m'écriai-je en avisant mon amie qui se défend à coups de casque contre l'une des filles. Elle ramasse le manche brisé de ma Fender et me le lance. « Attrape !» « C'est une plaisanterie, pensai-je. « Que veux-tu que j'en fasse ?» L'homme se relève et avance vers moi. Avant qu'il ait pu m'atteindre, Abigail me saisit la main et me guide. Le manche de la guitare perfore la poitrine du type qui émet un bruit rauque. Du sang gicle sur moi. Interdite, je lâche mon arme improvisée qui reste plantée dans le corps de mon agresseur et je recule. Il titube et tombe en arrière. Il est agité de convulsions quelques instants et bientôt, il ne bouge plus. J'ai l'impression que son visage se teinte d'une couleur noirâtre. J'ai tué quelqu'un, balbutiai-je. Plutôt quelque chose, corrige Abby. C'est ta première fois? Elle me prend pour un serial killer? D'après toi, répliquai-je, je ne suis pas un assassin. Tout est de ta faute. Je te sauve la vie et c'est comme ça que tu me remercies? S'indigne-t-elle. Soudain, j'aperçois quelqu'un sortir en courant des toilettes. Je pense aussitôt à Dan qui s'y était réfugié. Oh non, mon frère n'est pas revenu, m'écriai-je. Je me rue dans les toilettes des hommes. Dan se bat contre un des voyous, un garçon grand et sec dont les bras, comme l'agresseur d'Agathe, sont tatoués. La pièce est éclairée par un lampadaire situé juste derrière la fenêtre. « Va-t'en, Camille », allait Dan quand il m'aperçoit. Profitant de cet instant d'inattention, son adversaire lui envoie un coup de poing au visage. Dan pousse un cri de surprise et s'effondre. Je dois lui venir en aide. Le garçon saisit la poubelle et la brandit au-dessus de la tête de Dan. Au moment où je vais m'élancer vers eux, je suis prise de vertige. Je pose la main sur le grand miroir pour ne pas tomber et je ferme les yeux. Je dois lui venir en aide, pensai-je, résolu. Soudain, j'entends un craquement sinistre. Je rouvre aussitôt les paupières. Une fissure est apparue. Elle traverse la glace de part en part. Le type frappe de toutes ses forces. Les carrelages volent en éclats à l'endroit de l'impact. Dan a roulé sur le côté, juste à temps. L'autre lance la poubelle et se jette sur Dan en rugissant. « Non !» Alors que tout devient noir, le miroir se brise en 1000 morceaux. Chapitre 6. Camille.
Camille, réveille-toi. Je sens une main froide sur ma joue. J'ouvre les yeux. Inquiet, Étienne est penché sur moi et me dévisage. Abigail se tient derrière lui. « Où est Dan ?» m'écriai-je en me redressant sur un coude. Je suis allongée sur une des banquettes de la salle. Tout autour de moi, des silhouettes fantomatiques s'empressent au milieu des débris, à la lumière de lampes torches. « Du calme », dit Étienne en m'aidant à m'asseoir. « Il n'est pas blessé », ajoute-t-il en désignant mon frère qui parle à un policier. « Et toi, comment tu te sens ?» Fait étrange, je n'ai plus mal à la tête et mes côtes ne sont plus douloureuses. L'adrénaline, sans doute. Demain, ça sera différent. « Je vais bien, » murmurai-je, perplexe. « Je t'ai soigné, » dit Abigail. Je la fusille du regard, mais je ne réponds pas. « Étienne, tu peux nous laisser, s'il te plaît » ajoute Abby. « Je dois lui parler en privé. » Il acquiesce et s'éloigne. Abigail s'assoit à côté de moi. « Je te dois des excuses, Camille. Je t'ai prise pour ce que tu n'es pas. »« Un assassin ?» dis-je. « Une chasseuse de vampires » me chuchote-t-elle à l'oreille. J'ai un mouvement de recul. « Une quoi ?» Je ne peux pas t'en dire plus ici, mais appelle-moi demain. On se retrouvera ailleurs et... Des vampires ? Tu es givrée. Moins fort, Camille. C'est dangereux. C'est toi qui es dangereuse. Ne t'approche plus de moi ni de Dan, tu entends ? Mais, commence Abby. Des vampires, et puis quoi encore ? Répétai-je avec un rire nerveux. Abigail soupire. À ta guise. Si tu... On rentre, lance Dan qui se plante devant moi, bras croisés. Je vais appeler un taxi. Il semble dégrisé et en colère. Il doit m'en vouloir de ne pas l'avoir aidé quand il était aux prises avec son agresseur dans les toilettes. Abigail se lève et s'éloigne sans se retourner. Bon débarras. Pas la peine de prendre un taxi, Danny. J'ai un deuxième casque. Ton vieux scooter va rendre l'âme si on monte à deux dessus, se moque-t-il. Il a trépassé depuis longtemps. Tu le saurais si tu t'intéressais à ma vie. Où est Natsumi ? On l'a emmenée à l'hôpital, répond Dan. Je pâlis. Elle est blessée ? Je ne crois pas, mais elle était choquée. Elle racontait n'importe quoi. Je dois la rejoindre, dis-je en me levant d'un bond. Je suis prise de vertige. Pour ne pas tomber, je me retiens à Dan qui se crispe. Demain, ordonne-t-il en m'entraînant vers la porte. La police ne doit pas m'interroger ? Dis-je. Pas la peine. Les 5 membres du gang qui ont attaqué le pub étaient fichés. C'était un gang, m'étonnai-je. Tu en es sûr ? Ils ont tous été mis hors d'état de nuire. J'hésite un instant, puis je pose la question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'ils sont tous morts ? Oui, répond Dan. Je me sens soudain très lasse. Je ramasse mon casque dont la peinture est écaillée et j'emboîte le pas à Dan. Je marche sur un morceau de ma guitare. Avec quoi je vais jouer, moi, demain ? Pensais-je avant de réaliser que, vu l'ampleur des dégâts, le pub ne rouvrira sans doute pas de sitôt. Je me dirige vers ma moto et j'enlève l'antivol. C'est la tienne ? Lâche Dan, éberlué. Cadeau d'anniversaire anticipé de maman et de Pierre-Henri. Cadeau de Pierre-Henri, plutôt. Moi, il ne m'offre jamais rien, grommelle-t-il. Je prends mon deuxième casque sous la selle et je le lui tends. Tu n'as qu'à le respecter davantage, dis-je. Ce n'est pas mon père, lâche Dan. Et pourtant, il t'a nourri, logé et proposé un travail lucratif. Dan lève les yeux au ciel. J'enfourche la moto et je lui fais signe de monter derrière moi. Il hésite, puis il grimace et il me rend le casque. À la réflexion, je vais rentrer à pied. Quel est le problème ? Dis-je. Tu veux conduire ? Ça ne me dérange pas. Non, merci, dit-il en s'éloignant. Je parie qu'il a honte d'être vu avec moi. Tant pis pour lui. Je mets le contact et je démarre. Il est temps que cette soirée se termine. Chapitre 7. Camille. Jeudi 12 juillet. À peine arrivé, je me rue dans la salle de bain. Je me déshabille, j'enlève mes lentilles de contact, j'entre dans la douche et j'actionne le ciel de pluie. Dès que je sens les premières gouttes sur mon visage, j'éclate en sanglots. Je reste sous l'eau brûlante pendant de longues minutes, frottant mes mains sans relâche, même si les taches de sang ont disparu.
Je me demande si maman est déjà couchée, pensais-je en enfilant un short et un haut à fines bretelles. Je prends mon téléphone, mais il est déchargé. Je sors de la salle de bain. Je sursaute lorsque le parquet craque. Des vampires. Ridicule. Au lieu de regagner ma chambre, je vais frapper à la porte de Pierre-Henri. Pas de réponse. J'entre. Le lit est fait. 3 heures du matin et encore au boulot. La contrepartie d'être chef d'entreprise et de gagner un salaire de ministre, je suppose. J'esquisse un sourire en voyant la montre de maman sur la table de chevet. Et bien sûr, ils prétendent être juste amis, de vrais ados. Je prends la montre et je la porte dans la chambre de ma mère, qui jouxte celle de Pierre. La pièce est encombrée de cartons contenant pour la plupart des amphores romaines, souvenirs de la dernière campagne de fouilles en Italie. Je me fraye un chemin vers la commode, j'ouvre un des tiroirs de la boîte à bijoux et j'y pose la montre. Je remarque une bague en argent. Maman a enlevé son alliance? La forme est étrange. 2 mains tenant un cœur surmonté d'une couronne. Je lis l'inscription gravée à l'intérieur. R and A forever. Rose et Antoine pour toujours. Je la passe à mon annulaire, mais elle est bien trop grande. C'est celle de papa? Dans ce cas, je peux l'emprunter. Je la glisse à mon pouce. J'éteins la lumière de la chambre de maman, j'hésite un instant, puis je grimpe au barreau de l'échelle qui mène à celle de Dan, sous les combles. Je soulève la trappe et j'arrive sur une sorte de palier. Je ne suis pas montée ici depuis 4 ans, réalisai-je soudain. Par la porte entr'ouverte, j'aperçois Dan qui enlève son t-shirt. Sous ses omoplates, une profonde cicatrice déjà ancienne barre son dos musclé. « Comment tu t'es fait ça ?» dis-je. Il sursaute et fait volte-face. « On ne t'a jamais appris à frapper? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux ?» demande-t-il sur un ton peu amène. « Je n'ai plus de batterie, dis-je. Je peux appeler maman ?» Il prend son portable dans la poche de son jean et me le lance. L'écran est fendu. Il pourrait prendre soin de ses affaires, pensai-je en composant le numéro de ma mère. Une sonnerie, 2 sonneries. Je remarque le katana de mon père, pendu au-dessus de la tête de lit. Je me suis toujours demandé si c'était un vrai ou s'il s'agissait d'un modèle que l'on trouve dans les drogueries du quartier chinois pour une poignée d'euros. Papa ne s'en servait que pour jouer au samouraï avec Dan, faire peur aux livreurs ou sabrer les bouteilles de champagne. 5 sonneries, 6. Répondeur, grommelai-je. Les moldus dorment la nuit, se moque Dan. Tu devrais en faire autant. Il m'indique la porte. Je n'ai aucune envie de me retrouver seule, pensai-je. Danny, je peux dormir avec toi? Je ne me sens pas bien. Il me regarde comme si j'étais une extraterrestre. À quoi je m'attendais? Il m'ignore depuis 4 ans. Tu plaisantes. On n'a plus 10 ans, aboie-t-il. C'était pour rire, articulai-je, luttant contre les larmes qui me montent aux yeux. Tu étais plus gentil quand tu avais bu. Je ne peux retenir un sanglot. Rouge de honte, je bats en retraite. Ok, mais tu t'habilles, dit-il en me lançant son t-shirt. Première et dernière fois. Je le ramasse, à la fois surprise et soulagée qu'il ait accepté. Je m'essuie les yeux. N'aie pas peur, Danny. Personne n'en saura rien. Ce n'est pas le problème, bougonne-t-il. J'enfile le t-shirt de Dan par-dessus le mien. Il sent bon. La même eau de toilette que papa. Une odeur rassurante, qui fait remonter une myriade de souvenirs. Épuisée, je me glisse dans les draps pendant que Dan revêt un short. Si tu ronfles, ou si tu prends toute la place, tu retournes dans ta chambre, prévient-il. Entendu, dis-je en réprimant un sourire. Il s'allonge le plus loin possible de moi et il éteint la lampe de chevet. J'ai une foule de questions à lui poser. Danny, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure dans les toilettes? À ton avis? Si je le savais, je ne te le demanderais pas. J'ai vomi, dit-il. Tu avais raison, je n'aurais pas dû boire autant. Mais après, insistai-je, avec le sale type? Tu ne t'en souviens plus, dit Dan. Tu as cassé le miroir et je me suis défendue avec un éclat de verre. Mon agresseur n'a pas regretté le voyage. Je n'ai pas cassé le miroir, dis-je. Il s'est fendu tout seul. Par l'opération du Saint-Esprit? Se moque Dan. Ensuite, je me suis évanouie. Danny, tu... Il pose une main rassurante sur mon épaule. Dors, Camille. Je suis là.
Ces mots, que j'ai tant de fois entendus, m'apaisent en un instant. Je ferme les yeux. Je ne laisserai personne te faire de mal, continue-t-il. Jamais. Alors, pourquoi est-ce que tu m'évites, pensai-je avec un pincement au cœur. Quand tu as chanté tout à l'heure, commence Dan. Je t'ai dit de garder tes critiques, marmonnai-je. J'ai beaucoup aimé, dit Dan, et je n'étais pas le seul. J'ai bien entendu, pensai-je. Au moment où je vais lui demander de répéter, je sombre dans le sommeil. Chapitre 8. Dissimulé dans l'entrée de l'immeuble qui fait face au bel hôtel particulier où vivent Pierre-Henri Chevalier et la famille Léry, l'ombre fixe la chambre sous les combles, tous ses sens en alerte. Enfin, la lumière s'éteint. Elle attend quelques minutes, puis elle remonte sa capuche sur sa tête et sort de sa cachette. Les premières lueurs de l'aube commencent à poindre à l'horizon. Il est temps de se mettre en chasse. Pas question de sauter le petit déjeuner. Au coin de la rue, elle distingue deux masses sombres roulées en boule sous des couvertures, allongées sur un carton à même le sol. Cela fera l'affaire.